ou qu'il y a des modes. 4 modes conjugués. Que veut dire le mot conjugué qu'on retrouve à la première, deuxième ou troisième personne? Du singulier ou du pluriel. Ou un mode non conjugué, qui n'a pas de sujet qui fait l'action directement. Alors le mode infinitif, le mode participe. Le mode participe n'est pas conjugué. Le verbe est conjugué, mais le mode qu'on participe ne l'est pas. Alors, on arrive maintenant, après avoir parlé de ces modes, de ces temps, les temps qui sont des temps simples et des temps composés. Nous allons parler maintenant des temps simples et des temps composés. Si maintenant je m'en viens ici à notre tableau, je vais voir tout juste en haut le mot auxiliaire. Et on va aller prendre ça parce que ça vaut la peine. Qu'est-ce au juste qu'un auxiliaire? Est-ce qu'on sait bien ce que c'est qu'un auxiliaire? Vous le savez parce que très fréquemment, vous entendez parler des auxiliaires bénévoles. Alors quand on parle d'auxiliaires bénévoles, toute l'explication qui est ici vous informe exactement sur ce que c'est qu'un auxiliaire. Savez-vous qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit ceci. On le définit habituellement comme une personne qui apporte son aide. Ainsi, dans un hôpital, l'infirmière auxiliaire aide l'infirmière auprès des malades. De la même façon, dans une phrase, l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire aide, être, aide le verbe à former ce qu'on va appeler des temps composés. Et l'auxiliaire est là pour ça. Il est là pour aider à former des temps composés. Alors, vous vous souvenez que quand j'ai terminé la leçon la semaine dernière, nous avions dit, dans notre dernière émission, nous avions dit à la 11e émission, nous avions dit, j'ai félicité ma femme. Est-ce qu'il y a un auxiliaire avec le verbe féliciter? Oui. Il y a le verbe avoir, j'ai. Mais comme le verbe avoir, j'ai, comme si je dis ici, j'ai un crayon. Ça, c'est le verbe avoir, un crayon dans mes mains. J'ai un crayon. Ça, c'est le verbe avoir. Si je dis maintenant, j'ai écrit sur cette feuille, j'ai écrit. Donc, l'action a eu lieu dans un temps passé, et j'ai, c'est le verbe avoir, mais avec le verbe écrit, écrit, qui est le participe passé, je vais former ce qu'on va appeler un temps composé. Composé de quoi? De 2 mots. L'auxiliaire avoir et le participe passé écrit. Alors, j'ai écrit 2 mots, temps composé. Que veut dire composé? Ça veut dire former de 2 ou plusieurs éléments. 2 ou plusieurs éléments. Si je regarde ici mon crayon, moi ici, ma plume, c'est un stylo, c'est du métal. Il y a de l'encre également dedans. Donc le crayon est composé de 2 éléments. Il est composé même de 3. J'aperçois ici une partie de plastique à l'extrémité. Donc, 3 éléments. Un crayon qui est composé. Il n'est pas un instrument simple. Simple qui veut dire qu'il n'a qu'un seul élément. Lui, il a 3 éléments. Le métal, l'encre et le plastique. Alors, on appelle ça un objet qui est composé de 3 éléments. Quand on a un verbe qui est simple, ça veut dire quoi? Je chante. Chante, c'est le verbe chanter. C'est simple, ça. Un seul mot. Si je dis « je chantais » dans les soirées canadiennes, je chantais. Un seul mot, temps simple. Bien parfait. Le passé simple. Dès que je chantais, passé simple, on rencontre ça assez rarement, là, le passé simple. On le rencontre dans les romans. Lorsqu'il y a des suspens, on arrive avec le passé simple, à ce moment-là. Et quand on l'entend prononcer,
nous aimâmes, vous aimâtes, ils aimèrent, là. Nous chantâmes, vous chantâtes. On aime moins employer le passé simple, on préfère employer le passé composé. Au lieu de dire nous chantâmes, on va dire nous avons chanté. Hein? Vous chantâtes, vous avez chanté. Alors, c'est le passé simple, le futur simple. Pourquoi qu'on l'appelle futur simple? Parce qu'il est simple, il n'a qu'un seul mot. J'ai, ou j'aurai plutôt. Je serai rendu, je serai à Montréal. Le verbe être. Ou si je dis, j'écrirai un seul mot. Si j'emploie maintenant les autres temps, tous les autres sont des temps simples lorsqu'ils n'ont qu'un seul mot. Chante une chanson, un seul mot, impératif présent, temps simple. Et tout ça se poursuit comme ça. Si nous rencontrons les temps composés, qu'est-ce que nous allons faire? Former de deux mots. Quels sont les deux mots? Le premier sera l'auxiliaire avoir ou être, et le deuxième, le participe passé. Alors, nous venons maintenant immédiatement à notre partie ici, puisqu'on sait maintenant ce que c'est que l'auxiliaire avoir et être. C'est un auxiliaire parce qu'il aide un verbe à former des temps composés. Alors, c'est la même chose maintenant. On peut s'en aller avec ce qu'on va appeler nos temps simples et on va venir examiner ça ici au tableau et je l'ai déjà disposé de façon que ce soit relativement simple et facile. Alors, on va reconnaître ici les temps simples qui n'ont qu'un seul mot et les temps composés qui ont deux mots. On s'en va sur ça. Et si nous descendons graduellement, nous allons retrouver les modes, le mode indicatif avec le temps présent, temps simple, un mot, l'imparfait, un mot, en AIS, hein, avec AIS, le temps passé simple, un seul mot, le futur simple, un seul mot. Et après ça, vous avez le mode conditionnel. Vous avez le mode impératif et vous avez le mode subjonctif avec un temps simple, un temps simple, un temps simple ici et également celui-là. Le subjonctif présent et le subjonctif imparfait que nous étudierons dans une prochaine leçon. Pas immédiatement. Ce qui signifie que maintenant, on peut venir voir ici le temps composé. Et le temps composé, qu'est-ce que je vais avoir ici comme temps composé? Formé de deux mots. Alors, j'aurai quoi? J'aurai l'auxiliaire avoir plus le participe passé. Tout simplement. Alors, quand j'aurai l'auxiliaire avoir de qui? De l'indicatif présent, ce qui signifie j'ai. Alors, je l'enlève plutôt ici. J'enlève ceci et je dis, pour le passé composé, j'ai mangé. Et c'est le temps composé. Composé veut dire formé de deux mots. Formé de deux mots, j'ai l'auxiliaire avoir, manger le participe passé. Alors, l'auxiliaire avoir et le participe passé. Ce sont mes deux, tout juste comme ça. Le plus que parfait, il vient de qui? Il vient de l'imparfait. Et l'imparfait, c'est quoi? J'avais, hier, j'avais un livre dans mes mains quand l'orage a commencé. J'avais. Si j'ajoute le participe passé, manger, je vais avoir le temps composé le plus que parfait. Et j'aurai j'avais mangé. Voyez-vous comme c'est simple quand même? Le passé antérieur, j'eus mangé. Dès que j'eus mangé, manger, participe passé. Et le futur antérieur, j'aurai mangé, j'aurai le futur simple, j'aurai le futur simple, manger le participe passé. Et ça va comme ça. On s'en va comme ça graduellement. Graduellement, en fonctionnant toujours avec le verbe avoir, à l'indicatif présent, à l'imparfait, au passé simple, au futur simple. Et quand j'ajoute le participe passé, j'obtiens le temps composé de deux mots, j'ai, l'auxiliaire avoir, le participe passé manger.
Et vous reconnaissez votre participe passé maintenant. Pour quelle raison? Regardez devant votre participe passé, qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez l'auxiliaire avoir. Alors, quand vous avez l'auxiliaire avoir et vous avez le verbe manger, vous avez quoi à ce moment-là? Vous avez le j'ai, auxiliaire avoir, manger. Et quand on a l'auxiliaire avoir, qu'est-ce qu'il fait là, lui, l'auxiliaire avoir? Il aide au verbe manger à former un temps composé de deux mots. Le premier, l'auxiliaire avoir, plus le deuxième, le participe passé. Et le participe passé se termine en « et » accent aigu, en « u », en « ERT », en « i », en « is » ou en « it ». Il s'accorde et s'écrit de cette façon. En « et » accent aigu, j'ai mangé, j'ai reçu, CCDU, j'ai découvert, VERT, le verbe découvrir, j'ai découvert, et le verbe en « i », j'ai garni. Le deuxième ici, j'ai permis. Et le troisième ici, j'ai traduit. D-U-I-T, comme ça. Et qu'est-ce qui va arriver? Je suis sûr que vous allez me poser la question. Écoute, là, qui va me dire que ça va être lui ou lui? Ah ah! Qui va me dire que ça va être lui ou lui ou lui? Ça, je ne le vous dis pas. Je ne le vous dis pas tout de suite. Je le dirai à la prochaine leçon, lorsque nous allons rencontrer l'accord des participes passés. On ne fera pas tout à la fois, là, parce qu'on va se mêler. On va se compliquer la vie. On va reconnaître ici que nous avons un participe passé. Et quand je dis « j'ai mangé une pomme », bien, je ne dirai pas « j'ai vendu une pomme ». Je dirai « j'ai l'auxiliaire avoir » ainsi que le participe passé et qui a formé un temps composé de deux mots, le participe passé et accent aigu. Vous n'avez pas de complication quand vous dites en « eu », hein? Vous savez que c'est un participe passé en « eu », reçu, c'est le verbe « recevoir ». Vous le savez, mais pourquoi vous allez changer ici en prenant un truc? C'est la même chose ici, garni. J'ai garni. C'est le verbe garnir, mais le participe passé garni. Tiens, je vais vous le dire tout de suite. Mettez-le au féminin. Vous allez dire la table. La table est, qu'est-ce qu'on dit? Garnie ou garnise ou garnite. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire la table est garnie de décoration. Elle est garnie et non pas garnise et non pas garnite. Mais ici, on va dire la leçon est permise. La leçon est permise. P-E-R-M-I-S-E. P-E-R-M-I-S-E, permise. Si au lieu de la leçon, je dis le cours est permis dans cet endroit, le cours. Alors le cours, c'est un nom du masculin. Est permis, je vais enlever le E parce que le masculin, c'est permis. Au féminin, ça va ajouter un E. Quand on veut faire le féminin, on ajoute un E. Donc, si j'ajoute un E, c'est pour la leçon est permise, mais le cours est permis avec un S. Alors, quand vous avez le verbe qui est ici, qu'on appelle l'auxiliaire, l'auxiliaire, c'est qu'après, vous avez un participe passé. Pour savoir comment l'écrire en « i », vous avez juste à regarder au féminin. Et ici, qu'est-ce que vous allez dire? Si on le traduit en anglais, par exemple, le cours est traduit. Est-ce que je vais dire traduit D-U-I-T ou bien traduit D-U-I-S ou traduit D-U-I? Mettez-le au féminin. Au lieu de dire le cours, dites la leçon. La même chose. La leçon. La leçon est traduite et non pas traduise. Mais permis, permise. Promis, promise. Produit, produite. Donc, le travail est produit au cours de la semaine. Tout
Tout le travail est produit. Le travail est produit. Et si je dis produit, je veux dire au féminin, qu'est-ce que c'est que fait le mot produit? Au féminin, le mot produit, ça veut dire la leçon est produite en 5 langues. La leçon est produite en 5 langues. Le travail masculin est produit masculin. Donc, je vais enlever le E qui est féminin et je vais avoir le T. Ça, c'est inscrit dans la grammaire, ça. Vous avez ça dans la grammaire. Je vous dirai tantôt à quelle page on va retrouver la reconnaissance du participe passé comme ça pour savoir comment le reconnaître et comment l'écrire. Est-ce qu'on va écrire IE, ISE, ITE? Tout simplement, on regardera dans la grammaire, on se le dira tantôt. Alors, on a les temps simples et on a les temps composés qui sont formés de 2 mots, tandis que les autres sont formés seulement d'un mot. Bon, on va effacer ceci pour se donner de l'espace parce que la leçon est très complexe. Alors, il faut essayer de la rendre la plus simple possible. Nous allons retourner un petit instant ici, puisque on va venir vérifier exactement ce qu'on vient de dire. On vient de dire qu'il y a des temps simples et il y a ce qu'on appelle des temps composés. Et quand on a des temps composés, on a des temps qui sont formés de 2 mots. Le premier, c'est l'auxiliaire avoir ou être. Être, j'en ai pas donné d'exemple. Qu'est-ce qu'on va dire pour un exemple avec l'auxiliaire être? Les enfants sont partis en vacances. Les enfants sont partis en vacances. Sont, l'auxiliaire être, parti, participe passé. Alors, quand on a maintenant, je vais enlever ceci et je vais aller chercher les temps, ici, les temps primitifs et les temps dérivés. On va parler de ceux-là. Et là, on va se dire maintenant, tout juste en passant, qu'est-ce que c'est que des temps primitifs et des temps dérivés? Ce sont des informations que vous avez également dans votre grammaire. Les temps primitifs, quand on parlait de primitifs, qu'est-ce que ça signifiait? Essayez donc d'y penser un moment. Oui, vous l'avez trouvé? Qu'est-ce que c'est que... Quand on parlait, ce sont des primitifs. Primitifs. Ceux qui sont les premiers. Alors, ceux qui sont arrivés, par exemple, sur notre sol, les premiers, ce sont les primitifs. Alors, les primitifs, ce sont les premiers, et dérivés, ça veut dire que ça vient de. On dérive de. On dérive, ça veut dire on vient de. C'est ça que ça veut dire. Exactement le même sens en français que dans les verbes. Les temps primitifs, ce sont ceux qui ont formé d'autres temps. Tandis que les temps dérivés, c'est ceux qui viennent de ces 5 temps primitifs. Et il y en a 5, on les regarde directement. L'indicatif présent, qu'est-ce que je dis? L'indicatif présent a formé l'impératif présent. Alors l'indicatif présent, les 3 personnes du singulier, elles ont été établies au début. Ça a été établi au début dans la formation de la langue. Et on a eu la première, la deuxième et la troisième personne, avec les terminaisons. Le deuxième, l'infinitif présent. L'infinitif présent a formé le futur simple et le conditionnel. Vous allez remarquer, chaque temps primitif, indicatif présent, infinitif présent, a formé d'autres temps. Le participe présent, vous allez peut-être me dire, est-ce qu'il faut que je retienne ça par cœur? Non. Non, pas pour le moment. Retenez, par exemple, les temps qui sont primitifs. Il y a juste 5 temps qu'il faut retenir. On vient de dire l'indicatif présent. On a également l'infinitif présent. Il a formé le futur et le conditionnel. Le troisième, le participe présent. Lui, le participe présent, il a formé 3 temps.
les 3 personnes du pluriel de l'indicatif. Il a formé également, en plus des 3 personnes, l'indicatif imparfait et ensuite le subjonctif. Alors, l'indicatif présent, 3 personnes. L'imparfait en AIS, j'aimais, tu aimais, il aimait, et ensuite le subjonctif. Bon, on n'a pas besoin de les apprendre par cœur immédiatement, mais avec la leçon suivante, la prochaine leçon, nous devrons maîtriser la provenance de ces temps-là. Ça va être important. Alors, on résume. L'indicatif présent a formé l'impératif présent. Le deuxième, l'infinitif, a formé le futur et le conditionnel. Le troisième, on a dit le participe présent qui a formé les 3 personnes du pluriel de l'indicatif. On le voit bien. Et on a formé l'imparfait. Et on a formé le subjonctif présent. Ça, ce sont les 3 premiers. Le quatrième, le passé simple, a formé le subjonctif imparfait. Le passé simple, par exemple, insistons pas trop dessus, puisque c'est assez rare qu'on s'en sert. Et le subjonctif imparfait, vous allez remarquer quand on passera là, on passera un petit peu en vitesse. On va passer peut-être en vitesse. Parce que je veux insister beaucoup plus sur tous les temps que nous utilisons constamment que d'insister sur ce temps qu'on utilise une fois dans la dictée de Bernard Pivot peut-être, pour savoir si la personne va faire une faute en français ou si elle n'en fera pas, avec un accent circonflexe à la 3e personne du singulier. D'accord? Quelqu'un qui veut connaître toute la grammaire devra insister sur le passé simple et le subjonctif imparfait. Mais le dernier, le participe passé, qu'est-ce qu'il a fait, lui, le participe passé? Oh là là! Lui, le participe passé, il a formé tous les temps composés. Alors, le participe passé a formé les 8 temps composés que nous connaissons. Alors, on a 5 temps importants. Je reviens maintenant au tableau, puisque je veux qu'on les précise. Et je veux qu'on les précise parce que ils vont nous rendre un très, très précieux service. Alors, on va dire tout de suite, l'indicatif présent. L'indicatif présent a formé l'impératif. Alors, quand on va savoir comment accorder l'impératif, on ira chercher l'indicatif, puis on va aller voir les terminaisons de l'impératif. Tout simplement. On va avoir après ça l'infinitif. L'infinitif présent des verbes en ER, en IR et en TIR. Qu'est-ce qu'on fera avec ces verbes-là? On va former le futur simple et le conditionnel présent. Tous les temps, tous les futurs simples et conditionnels présents des verbes en ER, en IR qui font « ils sont » également, et les verbes en TIR, ils vont se former là. Le troisième, on aura le participe présent. Le participe présent, lui, en ANT, en mangeant, en chantant. On enlèvera le ANT et on formera les 3 personnes du pluriel de l'indicatif présent. Voyez-vous? Les 3 personnes du pluriel. Ensuite, on formera l'indicatif imparfait. L'indicatif imparfait et on formera le subjonctif présent. Alors, le participe présent va former ces temps-là ici. Oh, que ça va être précieux, ça. Ça va être précieux pour une raison, c'est qu'on n'aura pas besoin d'apprendre les 4500 verbes. On n'aura pas besoin d'apprendre les 4500 verbes. On apprendra comment ces verbes-là, ces temps-là ont formé ceux-là, et vous aurez vos 4000, 4200, 4300 verbes, alors qu'il y aura peut-être dans les 4500, peut-être à peu près 300 verbes qui seront des verbes qu'on va appeler des verbes irréguliers. Irrégulier veut dire qui ne sont pas réguliers. C'est juste ça. Ces verbes-là ne seront pas réguliers, ils ne fonctionneront pas de la manière qu'on va fonctionner avec les 4200. On va avoir 4500 moins 300, on va en avoir 4200
qui vont servir exactement de la manière qu'on va fonctionner ici. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de savoir comment les 4200 verbes vont fonctionner? C'est un bijou dans la façon d'apprendre nos verbes, plutôt que de conjuguer des pages entières et de s'écœurer à apprendre des verbes. L'autre ici, c'était le passé simple et qui avait formé le subjonctif imparfait. Alors ça, c'est un cas particulier. Je le signale peut-être, deuxième personne du singulier, du passé simple qui forme le subjonctif imparfait. À qui je m'adresse en parlant de ça? Aux élèves de secondaire 5, aux élèves de cégep ou d'université. Alors, le passé simple à la deuxième personne du singulier va former le subjonctif imparfait. Et le dernier, qui n'est pas le moindre, c'est peut-être un des plus importants, le passé composé. Alors, qu'est-ce que c'est? Le participe passé. Le participe passé a formé tous les temps composés. Tous les temps composés ont été formés par le participe passé avec l'auxiliaire. Et que c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Vous allez peut-être me dire, ça, Marcel, par exemple, demande-moi pas d'apprendre tout ça par cœur pour être capable de te le réciter la semaine prochaine. Je ne vous le demande pas. Je ne vous le demande pas. Mais nous allons avoir occasion la semaine prochaine de travailler ce tableau-là. Mais tout de suite, vous allez comprendre qu'il y a des verbes qui ont des temps simples d'un seul mot et des temps composés formés de deux mots. Il y a également ce qu'on appelle des temps primitifs qui ont formé, ces cinq-là, ont formé les temps dérivés. Tous ces temps-là, l'impératif présent, ça se trouve à être un temps. C'est un mode de l'impératif, mais c'est le mode impératif présent. Donc, c'est le temps présent de l'impératif formé par l'indicatif des trois premières personnes, les trois personnes même, les 6 personnes. L'indicatif présent forme l'impératif. L'infinitif présent des verbes en ER, IR et TIR avec ISSON forme le futur et le conditionnel. Alors, quand on saura que ces 5 temps-là ont formé tous ceux-là, on va se retrouver qu'on n'aura pas besoin d'apprendre par cœur nos verbes et on se retrouvera tout simplement en nous disant, tout simplement, je sais comment le verbe est formé, je prends le procédé qui est donné et puis ce n'est pas un truc, c'est la façon dont il a été formé. C'est la manière de l'avoir formé. Alors, si c'est la façon de l'avoir formé, alors on se retrouve tout simplement avec ce procédé. Et là, je dirais tout simplement ceci. Je dirais ceci. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui nous dit ceci. Si tu veux nourrir ton enfant pour un jour, donne-lui un poisson. Mets-lui un poisson dans son assiette, tu le nourris pour un jour. Si tu veux le nourrir pour la vie, montre-lui à pêcher. Alors, montre-lui à pêcher, il va aller chercher le poisson qu'il lui faut, il va se nourrir pour la vie. C'était un proverbe chinois qui est extrêmement précieux et important. Si tu veux nourrir ton enfant pour un jour, mets-lui un poisson, donne-lui un poisson. Si tu veux le nourrir pour la vie, montre-lui à pêcher. Ce que je fais, moi, au lieu de montrer un verbe, je vous montre comment sont formés les verbes et comment les autres verbes vont s'accorder en rapport avec le verbe qui les a formés. Alors, j'évite 4000 verbes à apprendre, 4200 verbes que je n'ai plus besoin d'apprendre. Je sais comment ils ont été formés. Et on va voir ça dans la leçon prochaine. Alors, on va s'arrêter un petit peu sur ça. On va se reposer un instant, on va prendre ça un petit peu mollo, là. Et tout ça, par exemple, dites-vous une chose, la grammaire vous présente toutes les explications très détaillées, comme je le fais au tableau présentement. Et nous nous arrêtons un petit peu pour avoir un peu l'idée de notre expression qu'on utilise maintenant,
c'est à propos de la sauce béchamel. Un petit moment. Je vais tout simplement vous dire qu'est-ce que c'est. Vous êtes au courant, les cuisinières savent très bien quand on parle d'une sauce béchamel. On parle d'une sauce béchamel, de la petite sauce blanche, qui est excellente d'ailleurs. Alors, je vais simplement vous lire un petit peu qu'est-ce que c'est que j'avais recueilli ici au sujet de béchamel. Vous allez peut-être me dire, ça s'appelle comme ça parce que c'est béchamel, quoi? Non, non, c'est pas béchamel. Louis de Béchameil était marquis de Nointel, en France, et il était un célèbre gourmet. Il aimait la fine cuisine. Louis XIV en fit un de ses maîtres d'hôtel. Et la fortune du marquis n'étant pas négligeable, ce dernier aimait à parader dans les châteaux et les salons, considéré d'ailleurs comme un personnage cultivé, amateur d'art et fort bel homme. Saint-Simon relate son goût pour la chair délicate, la bonne compagnie et les beaux objets. Alors, lors d'une réception, c'était en 1700, il présenta un plat accompagné d'une sauce dont il voulut bien confier sa composition. Du beurre, retenez ça mesdames, du beurre, de la farine, de l'eau, du sel, clou de girofle, du persil, l'oignon, et mélangé avec des restes de poisson, le tout étant cuit, passé au tamis et additionné de crème. Vous avez bien retenu la recette de notre monsieur de Béchameil. Les convives furent ravis et de goûter à ce plat, et la sauce fut baptisée du nom du marquis, le marquis de Béchameil. Mais, en réalité, la béchamel n'était-elle pas la création du cuisinier, de M. de Nointel? Selon que vous serez puissant ou misérable, point suspensif, quel qu'il en soit, Louis de Béchameil s'éteignit en 1703, à l'âge de 73 ans, heureux d'avoir laissé dans l'histoire une trace qui, toutefois, ne devint officielle qu'en 1735, et c'était la sauce de béchamel qui venait de Béchameil, mais qui n'était probablement pas de lui. Alors, vous voyez tout de suite, la sauce de béchamel, on nous dit bien du beurre, de la farine, de l'eau, du sel, du girofle, persil, des oignons, mélangé avec du poisson et tout ça, passé au tamis et cuit. Alors, c'est ce qu'on appelle la sauce de béchamel qui date de quelle année? 1700. Ce n'est pas d'hier, ce n'est pas d'aujourd'hui, de 1700, et on approche l'an 2000. Alors, on parle de toutes ces choses-là simplement pour se dérider un petit peu, pour se dégourdir un peu, changer un peu la façon de réfléchir, de penser, et on s'en vient immédiatement maintenant avec notre dernière partie, et on va parler à ce moment-ci de ce que nous appellerons le 65, ici, les terminaisons des verbes. Les terminaisons des verbes, et ce sera le tableau de ce que nous appellerons l'indicatif présent. Et la formation des verbes avec les terminaisons, et pour ça, nous allons, avec de temps en temps le tableau, de temps en temps mon tableau, nous allons nous retrouver avec à beaucoup de facilité. Allons-y tout de suite. Regardons peut-être un petit peu ici qu'est-ce que signifie ce fameux tableau des terminaisons de verbes. On va y aller avec ordre. On va dire d'abord que les terminaisons de l'indicatif présent, les terminaisons de ces verbes-là seront les terminaisons en ER, en IR, qui font isson. Les terminaisons en IR qui ne font pas isson,
qui ne font pas ils sont. Comme par exemple, ceux qui font ils sont, le verbe finir, nous finissons. Le verbe courir, nous courons. Voyez-vous? Nous courons et non pas nous courissons. Le verbe venir, nous venons et non pas nous venissons. Alors, on a, je vais les placer ici pour que ce soit encore plus clair. Les verbes en ER, en IR qui font ils sont. Les verbes en IR qui ne font pas ils sont. Les verbes en TIR qui sont importants également. Les verbes en TRE. Tout un ensemble de verbes qu'on rencontre fréquemment. Les verbes en OIR. Les verbes en RE. C'est correct, le verbe lire. Tandis qu'ici, le verbe mettre, le verbe partir, le verbe courir, le verbe finir, le verbe aimer, les verbes en RE, les verbes en indre et en soudre, le verbe craindre, voyez-vous, le verbe craindre. Alors, c'est un verbe en indre. Le verbe résoudre, c'est un verbe en zoudre ou en soudre. Soudre. C'est pas le verbe souder, là. C'est le verbe résoudre. Et le dernier, les verbes en DRE qui ne sont pas de ceux-là. Comme par exemple, le verbe prendre, les verbes en attendre, répondre, comprendre, tous les verbes en DRE. Alors, je me retrouve avec un petit tableau qui est très, très simple. Vous allez peut-être me dire, Marcel, viens pas me dire que ça, c'est simple, ça. Mais vous allez avoir la preuve que c'est simple, c'est que les verbes en ER vont avoir une terminaison qui sera toujours la même. La première, la deuxième et la troisième, la terminaison sera E, ES, et la troisième, E, pour le verbe. Savez-vous combien il y a de verbes conjugués en ER? Il y a tout près de 4000 verbes qui sont conjugués en ER. Et c'est formidable. En sachant la terminaison des verbes en ER, ES, E, pour les trois terminaisons du singulier, nous avons 4000 verbes qui sont conjugués et qui sont accordés correctement. Les verbes en IR qui font ils sont, on a le verbe finir, par exemple. Alors, je finis, on enlève le R et on a je finis, tu finis, il finit. Nous avons le verbe en IR qui ne fait pas ils sont, comme le verbe qu'on a dit courir. On va enlever le IR et on va avoir je cours, C-O-U-R-S. Tu cours, S. Il court, T. Allez-vous venir me dire maintenant que c'est compliqué? C'est excessivement simple. C'est compliqué, regardez. S-S-T. Le verbe en TIR, qu'est-ce que je fais? J'enlève le TIR. Et qu'est-ce que j'ajoute? Je pars, le verbe partir. Je pars, le verbe partir. P-A-R-T-I-R. J'enlève le TIR. Et qu'est-ce que je fais? Je pars, S. Tu pars, S. Il part, P-A-R-T. Donc, le T également, troisième personne. J'enlève maintenant, ici, dans les verbes en TRE, j'enlève le TRE. Et qu'est-ce que je fais? Le verbe battre, battre. Qu'est-ce que je fais? J'enlève le TRE. Qu'est-ce que je fais? Je bats, tu bats, il bat. Il y a déjà un T. Alors, on n'en mettra pas là. Alors, je vais dire, je bats, B-A-T, S. Tu bats, B-A-T, S. Il bat, B-A-T, puis on ne marquera rien parce qu'il y a déjà son T qui est marqué. Alors, B-A-T. Le verbe mettre, je mets, tu mets, il met. Le verbe promettre, même chose. Alors, on enlève le TRE et vous avez vos terminaisons. Vous avez ici les verbes en OIR. Ceux-là, ce sont les plus particuliers. Est-ce qu'il y en a beaucoup de verbes en OIR? Êtes-vous capable de me donner un nombre? Devinez peut-être un nombre. Combien peut-il y avoir de verbes en OIR dans la langue française? 100? 200? Vous êtes dans l'erreur. 50? Vous êtes dans l'erreur.
40, vous êtes dans l'erreur. Il n'y en a même pas 30. Alors, disons à peu près une trentaine. Il n'y en a pas plus que 30 qui sont des verbes en OIR. Et vous allez me dire, Marcel, là, tu nous en passes une, là. Non, 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 non. Je vais vous demander ceci, moi. Je vais vous demander, aidez-moi, parce que je ne serai pas capable autrement. Donnez-moi les verbes en OIR. Vous allez me dire, voir, d'accord. Vouloir, d'accord. Pouvoir, savoir, valoir, percevoir. Oups, ça revient au mot voir, ça. Mais donnez-moi d'autres maintenant. Devoir, croire, non, ce n'est pas OIR, ça. On est rendu à 7. Et on en cherche. Et vous en avez trouvé? Et vous êtes capable de le trouver? Devoir, on l'a peut-être dit dans les 7. Qu'est-ce que vous avez? Amenez-moi d'autres. Voyez-vous, le mot 30, le nombre 30, c'est pas mal ça, hein? Vous avez voir, apercevoir, concevoir, percevoir, décevoir. Oui, c'est ça. Ce sont des verbes qui ont des préfixes. Alors, ils sont formés du verbe voir. Alors, il n'y en a pas plus que 30. Les verbes en TRE, il n'y en a pas beaucoup. Les verbes en sont ici, il y en a environ 300. Ici, les verbes en IR, ici, ils sont une trentaine, pas plus. Les verbes en TIR, très peu nombreux. Les verbes en TRE, il y en a plusieurs. Il y en a peut-être une soixantaine. TRE. Et puis ici, on arrive avec les verbes en indre et en soudre et les verbes en DRE à la fin. Alors, qu'est-ce que je fais? Les verbes en OIR, ils sont particuliers. Ils vont prendre un S et un T. Tu vas me dire peut-être, vous allez peut-être me dire, oui, bien, il n'y a pas de changement. Pas de changement, c'est la même chose que les autres. Je comprends, mais ils sont particuliers. Regardez le verbe voir. On va dire je vois. On va dire je vois, V-O-I-S. Mais si vous dites apercevoir, qu'est-ce que vous allez dire? J'apercevois? Non. Vous allez dire j'aperçois. Voyez-vous, il est tout à fait particulier déjà là. Il est spécial. Et c'est pour ça que les verbes en OIR ne sont pas nombreux, mais ils sont spéciaux. Ils ont une attitude un peu différente des autres. On va leur laisser le soin de marcher à leur façon, mais ils auront toujours quand même les terminaisons S, S, T. Les verbes en indre, les verbes en RE ici. Les verbes en RE, comme le verbe lire, on enlèvera le RE et on dira le verbe lire, L-I-S. Tu lis, S. Il lit, L-I-T. Ah, ben, sais-tu que ça devient simple? Ben oui, c'est simple. Gardez les verbes en indre et en soudre. Enlevez le DRE. Enlevez le DRE qui est ici. Le verbe craindre, par exemple. Le verbe craindre, DRE. Enlevez le DRE. Et qu'est-ce que je vais dire? Je crains avec un S. Tu crains avec un S. Il craint avec un T. Donc, S, S, T. Encore simple, ça. C'est encore facile. Et j'obtiens le dernier ici, les verbes en DRE qui ne sont pas en indre et en soudre. Par exemple, prendre, répondre, attendre, pas atteindre. Atteindre, il rentre ici. Indre, répondre, comprendre, répandre. Alors, ce sont des DRE. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, pour le bien comprendre, j'enlève le DRE et qu'est-ce que je fais? Je rajoute le D avec le S qui est ici, le même. Le D avec le S qui est là, mais le D qui est ici va rester différent du T qui est ici. Alors, c'est la seule différence. Et si vous regardez ce tableau-là maintenant, dans son ensemble, alors vous l'avez à l'écran. Regardez, il y a le premier qui est ici, qui est les verbes en E-E-S-E. Le dernier qui est ici, D-S, D-S, D. Et dans le milieu, qu'est-ce que vous avez? S, S, T. Et qu'est-ce que je fais, moi? Pour vous dire que c'est simple, j'efface tout ça. Et puis vous allez dire, « Hé Marcel, tu as pris tout le temps pour écrire ça? » Oui, mais regardez qu'est-ce que je fais. La première personne, qu'est-ce que c'est? C'est un S. La deuxième personne, pour tous, c'est un S. Et la troisième, ce sera quoi? Un T. Un T. Alors,
toutes les personnes à l'intérieur de ça, il y a 4000 verbes qui sont employés ici, qui vont retrouver 4000 les verbes en ER. Tous les autres, les 200 autres, ils vont être quoi? Ils vont être ici à l'intérieur de ça. Tout simplement comme ça. Alors, moi, je dis, ce tableau-là que vous avez à la page 66 dans votre grammaire expliquée, c'est excessivement simple. Je vous l'explique au complet auparavant et je vous apporte le tableau très simplement comme ça. Alors, n'oubliez pas, le verbe au présent de l'indicatif, il vient combien de fois? 50% du temps, nous parlons à l'indicatif présent. À chaque fois, dans un texte, vous regardez, vous avez 50% du temps où vous allez avoir l'indicatif présent d'une façon générale. À moins que ce soit une activité qui a eu lieu la semaine dernière, et là, on raconte ce qui s'est passé la semaine dernière. On emploiera l'imparfait, bien entendu, ou le passé composé. Mais d'une façon générale, dans un texte, vous avez au moins 50% du temps où le texte est rédigé à l'indicatif présent, et ce sont les terminaisons E, ES, E, ici, DS, DS, D, et toutes les autres, S, S, T. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Là, par exemple, c'est un effort particulier que je suis obligé de vous demander. Je suis obligé de vous demander de faire l'effort de regarder quel est ce verbe-là. Est-il en ER, E-E-S-E? Est-il en IR, en OIR ou en RE, SST? Ou est-il en DS, DSD, des verbes en DRE, endre, comprendre, étendre, répondre, etc. Correspondre, alors c'est ça. Alors, dans le cahier d'exercices, nous retrouvons une belle petite série d'exercices qui correspond exactement à ça. Une série d'exercices qui correspond à cette terminaison de l'indicatif présent. Et cette terminaison-là, on va la faire oralement parce que je voudrais que vous fassiez votre effort. Et je voudrais vous montrer également comment réaliser excellemment bien votre accord. Si je vous dis, dans le numéro 1, à la page 23 du cahier d'exercice, « Il coud son veston ». Il coud son veston. Le verbe « coudre ». Je viens d'entendre le verbe « coudre ». Et si c'est le verbe « coudre », est-ce que c'est un verbe en soudre? Non. C'est « coudre ». Donc, c'est un verbe en DRE. Il coud, troisième personne, DS, DS, D. Il coud, C-O-U-D. D comme dodo. Ça va? Parfait. Je rectifie le tracé de la route. Je rectifie. C'est le verbe rectifier. Les verbes en ER, premier à votre gauche. Les verbes en ER, E-E-S-E. Je rectifie, F-I-E. Si j'avais dit tu rectifies, on enlève le ER et on ajoute ES. Tu rectifies, F-I-E-S. Tout simplement. Encore faut-il que vous vous demandiez, tu es un petit qui, toi? N'oubliez pas votre petite question bien traditionnelle. Alors, si je dis ici, tu sues beaucoup en été. Tu sues. C'est quoi ce tu sues? C'est le verbe suer. Donc, j'enlève le ER et j'ajoute les terminaisons E-E-S. Tu sues, S-U-E-S. Et vous avez bon. Mais là, je vais vous prendre au numéro 4. Tu sers un jus aux invités. Tu sers un jus aux invités. Quel verbe? Le verbe, répondez-moi, monsieur. Le verbe servir, merci. Alors, mon caméraman me dit le verbe servir. Alors, il a bon. Et si c'est le verbe servir, j'enlève le VIR et j'ai SER. Tu sers, SER, S. Automatiquement. Mais si, par contre, monsieur, je vous pose la question, tu sers les outils dans le garage. Tu sais, là, je vous prends, et je prends mon caméraman, là.
Alors, tu serres les outils dans le garage. C'est quel verbe? Le verbe serrer. Merci, monsieur. Alors, il est bon. Il s'en vient bon, le monsieur. Il est très attentif à son émission. Alors, vous aussi, vous réfléchissez, le verbe serrer. Si c'est le verbe serrer, on enlève le ER. Tu serres, S-E-R, R-E, tu serres, R-E-F. E-E-S-E. Et vous avez tout bon. Et votre exercice, merveilleux. Je vais au numéro 11, tout simplement pour un petit numéro où vous avez tendance à vous tromper. Tu interromps ton travail. Oh là là! Tu interromps. Voulez-vous, on va aller à la caméra? Allons à la caméra? Allons donc à la caméra, s'il vous plaît. Venez voir ici. Tu interromps ton travail. Parce qu'on est sur le point de terminer, là. Alors, tu interromps. Interromps. Et c'est le verbe interrompre. Qu'est-ce que je fais? Oh là là! Si j'ai le verbe interrompre, j'enlève le R. Et qu'est-ce que je fais? J'ajoute S, S, T. Si je dis tu interromps, R-O-M-P-S. Et si je dis il interrompt, I-N-T-E-R-R-O-M-P-T. Et le T vient après le P. Remarquez bien, ils auront un morceau de bois, un bâton, ils auront le verbe rompre, R-O-M-P-T. Ils auront, R-O-M-P, on enlève le R et on ajoute S-S-T. R-O-M-P-T. Et votre grammaire vous donnera toutes ces informations-là. J'aurais voulu vous dire, tu résous ton problème. Qu'est-ce que vous allez dire pour résoudre? Est-ce qu'on pourrait savoir? Tu résous ton problème? Qu'est-ce que je marque ici? Est-ce que je marque un D? Est-ce que je marque un T? Est-ce que je marque un S? Alors, on va dire résoudre. Résoudre, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? On enlève le DRE et on ajoute S, S, T. Et tu résous, S-O-U-S, automatiquement. Et c'est comme ça que nous maîtrisons notre français, à condition qu'à chaque fois, nous disions qu'est-ce que c'est que ce verbe-là? Quel verbe est-il? Est-il un verbe en ER, en IR, en OIR ou en RE? Et c'est vrai, je n'aime pas la manière de présenter parfois l'accord de ces verbes-là en disant, par exemple, ceci. Avec tu, vous mettez un S. Mais si je vous dis, moi, madame, tu cries, vous allez dire CRI, mettez-vous un S au bout, CRIS. Non, c'est le verbe crier. Et si c'est le verbe crier, automatiquement, qu'est-ce que je vais avoir à dire? Je dirai à ce moment-là CRI-ES. Et c'est pour ça que j'emploierai ES et non pas CRIS. Ça finit par un S, mais il y a un E qui est là. Tu essuies la vaisselle. Tu essuies, pas E-S-S-U-I-S. C'est le verbe essuyer. Donc, ça va être E-S. Tu essuies E-E-S-E. Remarquez que le petit tableau est très précieux. Très, très précieux. Je vais vous le montrer. Et c'est sur ce tableau-là que nous allons terminer. Nous allons terminer sur ce tableau-là. Et non pas sur la grammaire, mais nous, aujourd'hui, nous allons vous montrer en terminant que le tableau, et si vous pouvez l'agrandir, merci, c'est merveilleux. Voyez comme c'est simple. Il y a 4000 verbes qui sont là. Et avec ce tableau-là, nous sommes capables d'accorder l'indicatif présent dans 4000 verbes sur 4200, 4500 verbes. Et pourquoi je vous ai dit tantôt que les verbes sont importants à les connaître? C'est important de les connaître, mais il faut savoir peut-être aussi, si vous revenez maintenant ici, si je dis ceci, quand je vous ai dit tantôt, donne un poisson à ton enfant, tu le nourris pour un jour. Montre-lui un verbe à conjuguer, tu lui montres un verbe. Le lendemain, montre-lui un autre. Après le 500e, il va être écœuré. Si, au lieu de faire ça, de lui mettre un poisson pour le nourrir pour un jour,
Si vous lui montrez à pêcher, et puis vous lui montrez à pêcher, il va aller à la pêche, il se nourrira pour la vie. Quand vous serez parti, il sera là, puis il sera capable de se nourrir. Quand le professeur ne sera pas là, que le livre de Becherel ou autre ne seront pas là pour leur montrer quel est le verbe, quelle est la réponse du verbe, il saura comment former ces verbes. Et quand il saura, vous viendrez, parce qu'à la prochaine leçon, nous allons avoir l'occasion de présenter la formation des verbes. Et quand nous allons présenter la formation des verbes au futur, au conditionnel, nous allons tous les présenter, cette forme de la façon de les conjuguer. Et au lieu de donner un devoir le soir à l'enfant en lui disant « conjugue le verbe prendre tous les temps », le petit gars prend le livre, il s'en va avec le livre, les verbes, puis il va aller sortir tous les verbes, il va s'installer comme ça, puis il va prendre son verbe, puis il va l'écrire. Est-ce qu'il a appris son verbe? Il ne l'a même pas appris. Il l'a copié. Quand il va arriver à l'école le lendemain, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir 10 sur 10. Mais est-ce qu'il sait son verbe? Il ne le sait même pas. Au lieu de procéder ainsi, au lieu de faire copier des verbes à écœurer les élèves, ben, je souhaite, moi, que les professeurs prennent la bonne habitude, non pas de faire copier des verbes en punition, non, même pas en devoir, simplement en leur disant que si tu nourris ton enfant pour un jour, donne-lui un poisson. Si tu veux le nourrir pour la vie, montre-lui à pêcher. Voilà. À la semaine prochaine pour la 13e émission.